Je suis venu porter un chat errant. Il avait la queue maganée, puis il avait mis un œil fermé aussi, puis il boitait. C'est correct, bébé, c'est correct. Essoufflement plus bruit qui provient au niveau de la gorge, mais ça nous met la puce à l'oreille pour dire il y a peut-être un problème au niveau des voies respiratoires supérieures. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il avait de plus en plus de difficultés à se déplacer au niveau de l'arrière-train. Beaucoup de raideur. On a l'impression que ça lui fait mal. Bienvenue à l'hôpital vétérinaire. Le Centre hospitalier universitaire vétérinaire collabore avec de nombreux établissements qui hébergent des animaux. Le zoo de Granby est un de ceux-là. Aujourd'hui, un des pensionnaires du zoo doit être transféré au CHUV pour y recevoir des soins spécialisés. Le cas qui nous intéresse présentement, c'est le cas de Nick. Nick est un ours à lunettes. C'est une espèce d'ours qui vient d'Amérique du Sud. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il avait de plus en plus de difficultés à se déplacer au niveau de l'arrière-train. Beaucoup de raideur, ça lui tente pas de se déplacer sur de longues distances. On a l'impression que ça lui fait mal. Alors, je l'ai anesthésié, de toute façon, pour un examen de routine de santé qui était dû. On en a aussi profité pour prendre des radiographies. Moi, je soupçonnais un problème soit au niveau de ses hanches ou de sa colonne vertébrale. Puis effectivement, à la radiographie, on a vu que l'espace intervertébral, donc l'espace articulaire entre deux vertèbres au niveau lombaire, était très, très réduit. Pour l'instant, on essaye de le gérer avec des analgésiques, des antidouleurs, mais il continue à avoir de la raideur. On voit que ça fait quand même mal, malgré les analgésiques. Docteur Marie-Josée Limoges est la vétérinaire responsable de la santé des animaux du zoo de Granby. Cette spécialiste est appelée à traiter autant les poissons que les oiseaux, les animaux exotiques ou les rhinocéros. Programme de nutrition, chirurgie mineure, création de nouveaux habitats, échange entre les jardins zoologiques. Docteur Limoges a la responsabilité de toute la collection d'animaux du zoo. Les plus gros problèmes qu'on va rencontrer lorsqu'on va aller faire le scan à la faculté, en fait, ça va être parce que Nick est un ours qui pèse quand même 150 kilos. On le met dans une cage de transport. Il faut qu'il soit endormi pour ça. Donc, je vais l'endormir au zoo. Il était à jeun combien de temps? Depuis hier soir. Hier soir, il y a eu un petit repas, puis c'est tout. La logistique de déplacer des gros morceaux comme ça, c'est ça qui est le plus compliqué à gérer là-dedans, autant à l'aller qu'au retour, parce qu'au retour, il va être en train de se réveiller, il va peut-être même être complètement réveillé, puis ça va être aussi de transporter cette grosse cage-là de Saint-Hyacinthe au zoo. Là, c'est un ours, puis il y a une peau d'ours, puis il y a beaucoup, beaucoup de gras sous-cutanés. Fait que ça prend des longues aiguilles. Le zoo, en fait, a un accord avec la Faculté de médecine vétérinaire, une entente par laquelle les étudiants postgradués du service de médecine zoologique, donc des vétérinaires qui font une spécialisation en médecine zoologique, viennent passer une partie de leur internat ou de leur résidence au zoo de Granby. Donc, ils ont comme ça une exposition à la médecine de zoo. En plus de ça, on reçoit aussi des stagiaires en médecine vétérinaire et en technique de santé animale avant leur graduation, lors de stages optionnels qui ont le choix de venir faire en milieu zoologique. Le zoo de Granby accueille 270 espèces différentes. Chacune de ces espèces animales demande des soins et des techniques bien spécifiques et adaptées à leur niveau d'entraînement et de tolérance à se faire manipuler. Dans le cas de Nick, qui ne peut être approché sans danger, il faudra utiliser la méthode de téléinjection pour l'anesthésie à distance. Salut, garçon! Oui, je le sais que t'es pas content. À ce moment de la journée, Nick devrait avoir accès à son habitat extérieur. Il est donc déjà de mauvais poil. Sa mauvaise humeur ne s'arrange pas quand il voit arriver Dr Limoges. Nick reconnaît la vétérinaire.
Il sait que ce n'est jamais pour une partie de plaisir quand elle vient le voir. Fait que là, on va fermer les lumières pour le laisser s'endormir tranquillement. Voilà. Dodo. Moi, je suis gardien d'animaux, donc je suis responsable de l'animal. Alors, j'ai à m'occuper des soins là, journaliers. C'est sûr que là, ce matin, c'était une mesure exceptionnelle pour lui parce qu'il n'a pas l'habitude quand même de se faire anesthésier. Et là, dans la condition où il était, il avait déjà reçu une fléchette, donc c'est évident pour n'importe quel animal, il y a un stress. Mais là, le fait que je sois arrivé, c'est certain que là, il m'a associé à « Ah, le gardien est là, celui que je connais le plus ». Donc, on s'est aperçu qu'il s'est quand même calmé, là, le fait que je sois là, près de lui. Ah! Les ronflements d'ours. Bon, mais là, ça va être là qu'on va avoir besoin de bras. Oh. Et t'as ici mon ours. L'intubation, en fait, on peut donner de l'oxygène par l'intubation, c'est certain. On peut donner des gaz anesthésiants. Mais le but premier, c'est d'avoir un accès direct à sa trachée puis à ses poumons si jamais il arrête de respirer. Puis, dans un transport, c'est important de l'intuber parce que si jamais sa tête se positionne vers le bas, ça peut fermer la trachée ou empêcher l'air de passer comme il faut. Bon, on va l'avancer tranquillement. Si tu veux prendre ce côté-là, Serge, au fur et à mesure qu'on avance. Hop, allez. OK. Ah. Je vais t'aider à... Avance, avance. Je pense pas que tu vas réussir à retenir là. Encore? La docteure Limoges accompagnera Nick à l'arrière du camion durant tout le trajet jusqu'à l'hôpital vétérinaire. Le refuge, en fait, ça a commencé il y a presque une vingtaine d'années déjà. Puis c'est une initiative d'étudiants qui voulaient sauver des animaux qui étaient comme destinés à l'euthanasie. Fait que ça a commencé très petit. Graduellement, ça l'a grossi. Puis présentement, là, on est un refuge qui permet là, d'accueillir une cinquantaine de chats à la fois puis une dizaine de chiens que nous, on soigne et qu'on replace à l'adoption après. Vous pouvez déposer votre minou ici. Parfait. Ça, c'était un chat qui vous appartient? Non, c'est un chat qui est arrivé chez moi il y a 2 semaines, de ça, un samedi soir. OK, parfait. Puis il est gentil? Oui, il est super fin. Il est fin avec mes chiens, il est fin avec mes autres choses. OK, Oui. super. Je suis venu porter un chat errant. On l'a appelé Tigrou. Ben, c'est ma femme qui l'a appelé Tigrou, là. Elle s'en est attachée un petit peu plus que moi. Ça m'a surpris. C'est correct. Ce que j'ai besoin de remplir avec vous, c'est le transfert de propriété. OK. Ouais, il est super fin. Je pense que ce chat-là, il doit... Je suis sûr que c'est un chat d'appartement, là, parce qu'il voulait toujours rentrer dans la maison. Il avait la queue maganée, puis il avait eu un œil fermé aussi, puis il boitait. Là, il boite moins, là, depuis 2 semaines. Je vais y aller rapidement. Je vais passer tout de suite aux questions importantes. Je pense qu'ici aussi, là, il y en a beaucoup. Je vois des chats arriver et des chats errants ce matin. Il faudrait que le monde prenne une responsabilité, justement, en faisant opérer le chat ou bien lui trouver une place pour qu'il reste. Au lieu de s'en débarrasser d'un errant ou, je sais pas, là, c'est ça, c'est pas une bébelle, c'est une vie, là. Annuellement, il y a à peu près 250 chats qui vont passer par le refuge, puis environ 200 chiens qui vont passer dans nos installations.
J'ai commencé à m'impliquer au refuge parce que j'adore les animaux, puis j'adore particulièrement les chats. Puis c'est une manière pour moi d'aider les chats qui en ont besoin. Mon implication dans le refuge, ça me permet aussi d'acquérir de l'expérience technique. Là, je suis seulement en 2e année en médecine vétérinaire. On n'a pas eu tant de chance d'être en contact avec les animaux, donc ça me permet de me pratiquer avec plein de techniques, puis aussi acquérir de l'expérience pour mes futurs stages que je vais avoir dans mon parcours scolaire. On vous donne des nouvelles dès qu'il se trouve une belle famille. Ben oui. Puis je vous remercie beaucoup d'être venus. Tigrou sera pris en charge par l'équipe du refuge. Sa blessure à la queue sera examinée pour déterminer si on doit faire ou non une amputation. Il sera également castré et subira des tests sanguins. L'équipe ambulatoire équine a été contactée par M. Claveau. Sa jument, Sipi Eve, a des problèmes respiratoires lorsqu'elle court et il souhaite avoir l'avis des spécialistes. Mon nom est Susanna Massiera. Je suis vétérinaire clinicienne ici à la faculté. Actuellement, je travaille en ambulatoire. Donc, c'est-à-dire que je suis le vétérinaire que les gens appellent pour que j'aille voir leurs chevaux à domicile. Et notre territoire est plus ou moins la Montérégie. Afin d'examiner l'animal dans des conditions similaires à celles décrites par son propriétaire, il faut utiliser un équipement spécialisé. Il s'agit d'un endoscope embarqué qui permettra à l'équipe de vétérinaires d'évaluer adéquatement les voies respiratoires du cheval de course alors que celui-ci sera à l'exercice sur la piste extérieure. Elle a 3 ans. 3 ans. L'année passée, à 2 ans, elle avait une petite inflammation au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Oui, OK. Puis cette année, on a recommencé en décembre. Puis à pas à dire, elle va très bien. Mais là, plus qu'on baisse, elle vient c'est comme manquer d'air. Les symptômes le plus important, c'était qu'elle s'essoufflait en fin de course et surtout qu'elle a développé un bruit. Et le bruit qui disait, c'était qu'il provenait de la gorge. OK? Donc, essoufflement plus bruit qui provient au niveau de la gorge, mais ça nous met la puce à l'oreille pour nous dire il y a peut-être un problème au niveau des voies respiratoires supérieures. La première chose qu'il faut faire, c'est vraiment bien faire un examen général du cheval et ensuite de ça, faire ce qu'on appelle une endoscopie au repos. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prend une petite caméra et on met la petite caméra dans le nez du cheval pour aller vérifier s'il y a des anomalies qu'on voit juste au repos sur l'animal. On a les 2 arythénoïdes ici, l'épiglotte, OK, le voile du palais qui est juste en dessous. Donc là, on passe à la trachée et on recule. Ah oui, c'est normal qu'elle tousse. Avance un peu. Oui, tu vois, elle est déplacée. Donc là, déplacement du voile du palais. Au niveau... Oui, c'est vrai qu'elle le laisse déplacer très longtemps, hein? On va ressortir. C'est pas suffisant de le voir au repos pour un cheval de course, parce qu'un cheval de course, il va vraiment très, très vite, à un maximum d'intensité. Donc, c'est vraiment important de savoir, est-ce que quand il est vraiment à haute vitesse, est-ce qu'il le fait pareil? Parce que s'il le fait à haute vitesse, c'est sûr que ses performances ne seront pas aussi bonnes. Okay? Donc, c'est pour ça, à ce moment-là, qu'on met l'endoscopie embarquée. Donc, c'est vraiment un endoscope, une petite caméra qu'on met dans le nez du cheval et qu'on attache sur le cheval et qu'on va pouvoir également, donc à ce moment-là, enregistrer ce qui se passe tout au long de son exercice. Sur le cheval, on a une source de lumière et un émetteur avec une antenne. Puis nous, on va recevoir ce qui va être transmis du cheval. On va le recevoir sur la caméra, l'écran qui est là. Et nous, on enregistre directement sur le cheval avec une mini clé USB. Fait que c'est pas grave si nous, on perd ce qu'on voit, parce que c'est enregistré quand même. On veut récréer le problème que la jument présente quand elle course à haute vitesse. Elle va pas bien, elle a des bruits, et puis c'est comme si elle s'étouffait, qu'elle manquait d'air. Et donc, avec la caméra, on va voir exactement qu'est-ce qu'elle fait au niveau de sa gorge, quel est le problème exact pour pouvoir, après ça, adresser un traitement. Est-ce qu'on enregistre? Oui, c'est marqué REC. Je veux qu'elle aille à la vitesse à laquelle on voit des problèmes. On peut prendre le temps. Je vais aller 30-35, je vais revenir à bon dernier quart. C'est vrai?
déplacer 2 fois. Ouais, c'est pas mal flasque, hein, son voile du palais. C'est mou comme... Donc, le déplacement du voile du palais, donc c'est vraiment le voile du palais du cheval qui habituellement est sous l'épiglotte, OK, comme on peut voir ici. Et chez les chevaux de course, ce voile du palais-là passe par-dessus l'épiglotte et obstrue l'entrée de la trachée. Donc, il y a moins d'air qui va dans les poumons et qui en sort. Et là, ça fait comme le cheval s'étouffait parce qu'il manque d'air. OK. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'objectiver, entre autres, parce que c'est pas la seule pathologie qui peut être responsable de ces problèmes. Et donc, pour l'instant, ça va bien. Mais pour l'instant, elle va pas très vite. Donc, c'est normal que ça aille bien. Ah, là, elle est déplacée. Elle est déplacée? Oui, là, elle est déplacée. Elle est replacée, elle est déplacée. Elle déplace, monsieur. Elle déplace, là. Là, son voile du palais est passé par-dessus l'épiglotte. Vous entendez le bruit, là? Et c'est hyper rare, là, qu'on trouve ça quand même. Non, on va pas aller plus que ça. On va... Je pense qu'on avait vu ce qu'on voulait. Donc, c'est vraiment... On est très chanceux parce qu'avec le bruit, c'est vraiment dû au déplacement du voile du palais qui obstrue vraiment sa gorge, littéralement. Et c'est pour ça qu'on entend le gros renflement qui survient. On a des traitements à proposer à ce monsieur-là parce qu'avec comme ça, là, le cheval n'est pas capable de courir vraiment, de faire des courses pour gagner. Là. Je pense que c'est une bonne candidate pour l'injection. OK? Parce que je pense que ça va l'aider énormément. Je suis pas surpris que ce soit ça. J'avais pensé beaucoup à ça, définitivement. Je viens d'appeler à Saint-Hyacinthe et ils vous attendent pour faire l'injection aujourd'hui. Donc, quand vous arriverez là, vers 2h, 2h30, ils vont prendre votre cheval, ils vont injecter, vous pourrez repartir aujourd'hui. Monsieur Claveau a bon espoir en l'injection et souhaite que cette première étape règle le problème. Toutefois, le docteur Massiera n'exclut pas qu'une intervention chirurgicale soit nécessaire. Après la pause, les vétérinaires se penchent sur le cas de Tigrou. On voit qu'il commence à être moins content qu'on l'examine. Fait que je pense que pour notre sécurité à tous, on va le piquer, puis on va finir l'examen sous sédation. Le projet Chat fait partie des activités du refuge. Tous les mardis matins, on y accueille des chats errants apportés par de bons samaritains afin qu'ils soient stérilisés. Le projet Chat, c'est un projet qui a été mis sur pied en 2009, puis ça répondait vraiment là, à un besoin qu'on voyait. Là, on avait beaucoup de gens qui nous appelaient au refuge pour des chats qui étaient errants, qui n'avaient pas le potentiel d'adoption parce qu'ils n'étaient pas socialisés aux humains. Puis ces chats-là se reproduisaient, puis les gens étaient comme un peu découragés là, d'avoir juste tout le temps des portées dans leur cour puis de ne pas savoir quoi faire avec. Fait que c'est né de ce besoin-là, puis on s'est mis à stériliser ces chats-là, les soigner, puis après ça, dans le fond, ils étaient relâchés au site où est-ce qu'ils avaient été capturés, puis les gens, ils continuent à les nourrir, mais au moins, ces chats-là arrêtent de se reproduire. Aujourd'hui, 19 chats seront stérilisés puis relâchés. Tigrou, pour sa part, sera admis au refuge pour y être éventuellement adopté, puisqu'il s'est montré plutôt docile et qu'il semble habitué à la présence des humains. Quand on arrive ici avec les chats, on les installe puis on les identifie comme il faut. Donc, on leur prépare des paniers d'identification. Puis on prépare aussi leur prémix, qui est l'anesthésiant qu'on va donner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le sortir sans l'endormir avant, puis on verra comment il est. Les activités du refuge, dans le fond, sont possibles vraiment grâce à la présence des étudiants bénévoles qui s'impliquent dans cette activité-là. Fait que sans eux, ce serait impossible là, parce qu'eux, ils gèrent vraiment tout le refuge, là, les admissions, les adoptions, les soins aux animaux. Vraiment, là, tout là, est géré par un groupe d'étudiants qui s'impliquent bénévolement. Moi, je suis là pour les superviser, puis le côté vétérinaire, mais c'est vraiment eux qui font la logistique du refuge. Fait qu'on ne sait pas du tout quel âge qu'il a, ce chat-là. Non. On voit qu'il est enrhumé, là. C'est correct, bébé, c'est correct.
Il a les yeux pas mal rouges. Ouais, tiens-le, là, comme ça, je vais pouvoir regarder la queue plus. On examine sa queue parce que la dame qui nous a contactés, elle suspectait qu'il y avait comme une grosse blessure à la queue qui pourrait peut-être même nécessiter qu'on ait besoin là, de l'amputer. Sauf que là, on voit qu'il commence à être moins content qu'on l'examine. Fait que je pense que pour notre sécurité à tous, on va le piquer, puis on va finir l'examen sous sédation. OK. C'est correct, vas-y vite. Ils sont plus souvent inhibés qu'agressifs, là, mais ceux qu'on voit que c'est vraiment trop dangereux de les sortir, on les pique directement dans la cage, on les sort même pas. Lui, c'est parce qu'il avait l'air gentil au départ, fait qu'on s'est dit, comme il est blessé, ça va nous permettre d'examiner comme il faut sa blessure. On va juste attendre qu'il se calme, puis on va pouvoir l'examiner mieux. Oui, un petit peu. Je pense qu'il est cuit. C'est ici qu'il y avait... Oui, je pense qu'il y a juste... Ça a l'air vieux, mais il peut y avoir quelque chose en dedans qui l'achale. La blessure à la queue de Tigrou semble être moins importante que ce qu'on craignait. On croit qu'il aurait fait une infection à la suite d'une morsure et qu'une antibiothérapie pourrait être suffisante pour éviter l'amputation. Les seules chirurgies qu'on laisse faire complètement par les étudiants, c'est les castrations sous supervision d'un vétérinaire. Sinon, quand c'est des stérilisations là, pour les femelles, là, comme c'est quand même une technique un petit peu plus complexe, à ce moment-là, les étudiants ils vont soit être à l'anesthésie ou ils vont nous assister pour regarder ce qu'on fait. Puis pendant ce temps-là, on leur explique les étapes, on leur donne des petits trucs, tout ça. Fait que là, Juliane, c'est pas la première fois qu'elle en fait. Fait que j'ai pas besoin de lui dire les étapes. Là, elle les sait par cœur. Un chat qui est castré va souvent marquer moins son territoire, va être moins porté à fuguer, va être moins porté aussi à se battre pour défendre son territoire pour les femelles et tout. Puis souvent, les gros matous, on dirait qu'on sort de la rue puis qu'on stérilise, on dirait qu'après, ils sont tellement reconnaissants de vivre une vie douillette dans une maison avec de l'eau puis de la nourriture puis rien d'autre à faire que dormir, que souvent, ces gros matous-là, ça devient les meilleurs chats de maison, ça devient vraiment des gros pachas là, qui vont passer leur journée à se faire flatter, à dormir et tout. Fait que oui, c'est sûr que la castration change quelque chose. Non, on fait pas de point. C'est vraiment une toute petite incision là, qui est à peu près maximum 1 centimètre. Là. Ça guérit très, très bien comme ça. Nick, anesthésié aux Eaux de Granby, vient de faire 30 minutes de route en compagnie de sa vétérinaire, la Dr Limoges. Il arrive maintenant au CHUV où il est attendu. Oui, c'est le fun d'un ours. Ça fait différent. On veut attendre, on veut reculer la bande comme ça, les chevaux verront pas. Il va sortir. C'est sûr que Jean-Pierre Lavoie veut parce qu'ils sont en train de faire la LCA sur le chemin. OK. Le niveau de stress est assez élevé dans le département équin où Nick fait son entrée. Les chevaux pourraient s'affoler en sentant la présence d'un ours. L'équipe prend donc toutes les précautions nécessaires pour éviter de traumatiser les autres patients. Mon rôle, c'est de contacter tous les différents services qui vont être impliqués pour que tout le monde sache ce qu'ils ont à faire. Donc, on a décidé qu'il allait arriver par la porte la plus près du CT scan dans le secteur équin. Ensuite, on devait contacter le service d'anesthésie parce qu'on voulait que ce soit eux qui soient responsables de l'anesthésie d'un bout à l'autre. On devait aussi avoir un chirurgien des petits animaux qui est habilité à faire des chirurgies au niveau des disques entre les vertèbres, au cas où qu'on décide d'aller en chirurgie. Donc, c'est un peu tout ça qu'il fallait préparer, puis il fallait s'assurer que tout le monde comprenait que j'allais être la personne qui allait coordonner entre tous les différents services et qui allait faire le pont avec le docteur Limoges pour la tenir au courant en temps réel de tout ce qui se passait avec Nick et puis qu'elle puisse prendre les décisions qu'elle jugeait nécessaires selon ce qu'on trouvait. Ça part en arrière, c'est beau pour moi ici à l'air. Nick avait déjà subi des radiographies aux os. Celle-ci avait révélé un écrasement du disque entre la 6e et la 7e vertèbre.
Avec des examens plus poussés, on veut voir à l'intérieur de la colonne vertébrale de l'ours pour déterminer si la moelle épinière est compressée à cet endroit, ce qui expliquerait la douleur. 2 options d'examen s'offrent à l'équipe. On a 2 options. Il y en a la résonance magnétique, puis on a le CT scan. C'est sûr que pour un problème d'ordre neurologique, on préfère la résonance magnétique, mais là, on avait un problème de taille de patient. Parce que Nick était beaucoup trop gros pour rentrer dans l'ouverture de la résonance magnétique. C'est aussi bête que ça. Donc, on a dû aller vers le CT scan parce que l'ouverture est plus grande. C'est sûr que ça ne donne pas une qualité d'image aussi bonne pour les structures nerveuses, mais ça allait quand même nous aider à guider notre traitement. Dr. Byrne, anesthésiste, doit vérifier les signes vitaux de l'ours et s'assurer qu'il ait une bonne oxygénation de ses tissus. Il doit également surveiller étroitement son anesthésie pour éviter que Nick ne se réveille dans l'hôpital. C'est sûr que quand un animal d'une institution zoologique vient à la faculté, il y a un peu comme un effet traînée de poudre dans l'hôpital. Puis là, le mot se passe. Surtout que là, il y avait plusieurs services d'impliqués. Donc là, tout le monde sait qu'il y a tel animal qui va venir telle journée. Donc, c'est sûr que ça attire beaucoup d'étudiants, beaucoup de membres du personnel. Donc, c'est une opportunité d'exposer ces étudiants-là à de la médecine zoologique. Et puis, les gens sont conscients là, qu'il ne faut pas non plus qu'ils nuisent au processus d'investigation de l'animal quand il est à l'hôpital. Le docteur Gregory Herndon est un chirurgien vétérinaire de New York. Il vient occasionnellement pratiquer des interventions aux CHUV. C'est lui qui est en charge de l'opération de Nick. What we can see is that first we have narrowing marked collapse of L6, L7 with vacuum disc phenomenon here and some ventral spondylosis. We have a compression that is coming from ventral with some disc, but also coming from the facet joints, and that you can see. So you see here you have some new bone formation. Nothing's going to be easy today. No, I'm afraid. And there is 9 centimeters of adipose tissue, knowing that he was on his back. So probably underestimated. And but the good news. More than a coffee. She said Très difficile, but doable. Just because it's so deep, you know, it will take a long time to get there, most likely. But hopefully we can help. De retour à l'hôpital, la docteure Massiera décide de discuter du cas de C.P. Eve avec ses collègues, les docteurs Lavoie et Ells. Elle souhaite avoir leur avis sur l'endoscopie du cheval, qui semble être un cas sévère. Well, pour moi, je sais que les injections marchent, mais quand c'est sévère comme ça, je pense que le Typhoid, c'est vraiment une bonne option d'essayer de bouger le larynx un peu chirurgicalement pour prévenir le déplacement. My recommendation was because they want the horse to be an athlete, they want it to be able to race, and the fact that it was fairly severe, that the surgery would probably be the best option to try and give that horse the best chance of becoming a racehorse. Je pense qu'on a une bonne chance avec la chirurgie. Bon. Il va être ici tout à l'heure. Vers 2h, 2h30. Bon, je vais le rencontrer. Serais-tu disponible? Oui. Okay. Bonjour, Yvonne Hans. On s'est déjà rencontré. Tu as déjà rencontré? Oui, je pense que notre soir pour quelque chose. J'ai décrit rapidement au Dr. Hels la condition de votre cheval puis l'histoire. Pour moi, la chirurgie, c'est la meilleure option qu'on a. C'est sûr que le prognostic, ce n'est pas 100%, mais normalement, le prognostic est autour de 80% pour améliorer le problème, pour revenir comme un athlète après, revenir comme un cheval de course. Avec votre cheval, la condition, c'est un peu plus pire de normal, mais je pense qu'encore le prognostic reste bon pour après la chirurgie. C'est un coup de dé.
C'est vraiment un coup de dé, c'est sûr et garanti. Puis moi, là, comme je suis en fin de carrière, puis je m'ai dit, on va risquer. OK, parfait. À demain. Bye. On s'en reparle. La chirurgie de CPF n'est prévue que pour le lendemain. On profite de l'après-midi pour effectuer des prises de sang et d'autres tests. La jument sera hospitalisée pour la nuit. Après la pause, le déplacement délicat de CPF pour l'opération. Il peut y avoir des changements de pression qui peuvent être néfastes, il peut y avoir des blessures si on n'est pas bien équipé, s'il y a des sangs qui cassent, ce genre de choses. CPF a passé une bonne nuit. Son cathéter est déjà installé pour la chirurgie. On doit maintenant lui enlever ses fers et la nettoyer avant de la transférer dans la salle d'induction pour l'anesthésie. Moi, c'est Geoffrey Truchetti, je suis résident en anesthésie à la faculté de médecine vétérinaire. Alors, la phase critique de l'anesthésie, c'est comme en fait que ce soit un cheval ou une autre espèce, c'est toujours l'induction, le réveil. L'induction, c'est le moment où on fait perdre connaissance au patient, il tombe dans la porte. Ça, c'est des zones critiques. On n'a pas beaucoup de monitoring. On induit, on met des doses quand même assez importantes d'un agent. L'animal est stressé souvent à ce moment-là, puis il tombe. Tout déplacement peut être associé à des complications. Quand ils sont anesthésiés, c'est un petit peu... il peut y avoir des changements de pression qui peuvent être néfastes. Il peut y avoir des blessures si on n'est pas bien équipé, s'il y a des sangs qui cassent, ce genre de choses. C'est 500 kilos. C'est ça qui est inquiétant. C'est autant de kilos qui appuient sur ses muscles, qui appuient sur son système respiratoire. Tout ça peut interférer avec l'anesthésie, mais surtout avec sa perfusion musculaire. Ça, c'est une grosse problématique dans les chevaux. Ici, on les met systématiquement sur ventilateur. C'est-à-dire que ce que vous voyez là-bas, au fond, c'est un appareil qui ventile mécaniquement. Il envoie ici environ 6 litres d'air à chaque respiration, ce qui est normal pour un cheval, afin de s'assurer qu'il respire correctement. C'est bon. Le but de la chirurgie, c'est de bouger le larynx plus dorsal et plus rostral pour prévenir le déplacement. Si mon main gauche, c'est le palais mou, si mon main droite, c'est le larynx avec l'épiglotte, normalement, ça reste ensemble comme ça. Quand il y a un déplacement, le palais mou déplace et fait un mouvement dorsal. Donc, le but de la chirurgie, c'est de tirer le larynx et avec l'épiglotte plus rostral, plus dorsal pour prévenir le mouvement-là. Donc, on fait ça avec les points qu'on a mis entre le cartilage thyroïde et le processus lingual. La docteure Els laisse le docteur Da Silveira, résident en chirurgie équine, intervenir à plusieurs reprises. Donc, la chirurgie s'est super bien passée. On a bien réussi à disséquer les structures qu'on a besoin d'identifier pour faire la chirurgie, pour mettre les prothèses. Donc, la première chose, normalement, c'est que je coupe le tendon de la sternothyroideus parce que ça tient le larynx caudal et on veut tirer rostral. On a bien réussi à mettre les sutures en place, à faire une bonne réduction de l'espace entre les larynx et l'os basioïde, c'est l'os de la langue. Donc, on a réussi à avoir les bouts de la chirurgie, donc ça a super bien passé, c'était vite. J'espère que le réveil, ça va bien passer aussi. OK, bon, ça c'est bon, je pense. Je vois pas de sang, Eduardo. C'est bien. Good. Yes, merci beaucoup. Ce
Pour ce cheval-là, ce qu'on a fait, on a mis des câbles, on l'a levé. En fait, c'est le cheval qui se lève tout seul. Puis tout ce qu'on fait avec les câbles, c'est qu'on tient la tête et la queue pour l'empêcher de tomber, de basculer d'un bord ou de l'autre. On s'entend qu'on ne le soulève pas. C'est pas toute l'équipe qui soulève le cheval. Il n'est pas tiré par la tête et la queue debout. C'est le cheval qui se met tout seul debout et on le stabilise. C'est bon. Il est pas mal, super bien réveillé. Un réveil parfait pour Sippy Eve. Le personnel doit s'assurer qu'elle est suffisamment solide sur ses pattes et capable de marcher pour retourner dans son box où son propriétaire l'attend. OK. 1, 2, 3. La raison pourquoi on est allé en chirurgie, c'est sûr que sur un ours, on n'avait pas du tout, en fait, de recul par rapport à une chirurgie comme ça. On sait que chez les chiens, quand il y a des signes nerveux, on va en chirurgie, puis le pronostic est très bon pour la chirurgie. Dans le cas de Nick, il y avait un traitement médical qui avait été tenté, ça avait donné aucun résultat. C'est un animal, c'est sûr qu'il avait un certain âge, mais qu'il avait encore des belles années devant lui. Donc, si on voulait lui donner une qualité de vie, la seule option qui nous restait, c'était d'aller voir, puis de voir si on pouvait faire quelque chose pour l'aider. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller en chirurgie. Les animaux exotiques peut-être très rares et très chers aussi. C'est un autre aspect de l'anesthésie générale. L'autre problème est associé avec la sécurité pour tout le monde. Si l'os se réveille. En fait, dans la littérature, il y a plusieurs rapports qui décrivent le réveil spontané sous anesthésie générale. C'est une chose en particulier pour chez l'os. Cependant, les articles décrivent les techniques par la voie intraveineuse. Pendant l'intervention surgicale, on utilise les anesthésiques volatiles. C'est un peu différent. Cependant, j'ai toujours gardé une seringue d'anesthésique attachée à la ligne de fluidothérapie tout le temps. Si besoin, on peut administrer une bolus d'anesthésique très vite, de prévenir le réveil spontané. Ce qu'on soupçonnait, c'était l'affaissement complet de l'espace entre L6 et L7 et puis tous les changements qui étaient associés autour de ça. Puis peut-être le fait que ça exerçait une compression sur les racines nerveuses, que ça pouvait être une source de douleur. Puis, on a pu confirmer qu'en chirurgie, il y avait effectivement du tissu à cet endroit-là qui comprimait la moelle. Et puis, quand le chirurgien a retiré ce tissu-là, on pouvait bien voir qu'il y avait une encoche dans la moelle à ce niveau-là. Donc, c'était quelque chose qui était présent depuis longtemps. Parce qu'habituellement, quand c'est récent, les racines nerveuses n'ont pas le temps de prendre une forme particulière, là. Donc, c'était quelque chose qui datait d'un certain temps, là. La chirurgie a été longue, plus de 4 heures éprouvantes pour le Dr. Herndon, qui opérait un ours pour la 2e fois de sa vie. I'm very tired. It was a long surgery. But I think rewarding for the bear, and I think we gave him his best shot. But maintenant, je voudrais aller chez moi parce que je suis très fatigué. S'il y a une
une amélioration, on devrait la voir quand même assez rapidement, probablement dans la première semaine. Mais Greg me disait que des fois, quand ça fait longtemps qu'il y a une compression sur le nerf, ça peut être un peu plus long avant que l'animal se sente confortable pour marcher. Fait que ça peut prendre une semaine là, avant qu'on voit une grosse différence. Après sa chirurgie, Nick a mis 2 heures à se réveiller. Lorsqu'il a repris conscience, il a pu rentrer chez lui, aux Eaux de Granby, pour y faire sa convalescence auprès de son gardien et du docteur Limoges. Les étudiants terminent l'examen physique de Tigrou et lui font passer les tests de leucémie et de sida félin. On a aussi implanté une micropuce à Tigrou, une petite puce électronique qu'on va aller insérer avec une aiguille sous la peau. Ça fait que notre animal est identifié de façon permanente. Fait que si jamais il se perd puis qu'il est retrouvé, on passe le détecteur à micropuce sur cet animal-là, bien, ça va nous donner un numéro qui va être associé dans une base de données aux coordonnées du propriétaire. Fait que ça permet vraiment de retracer des animaux perdus. On la sent pas, là, elle est bien en dessous de la peau. Fait qu'il est identifié. Une journée standard de projet chat peut aller jusqu'à une 30-35 chats dans la même journée. Ça dépend toujours de notre équipe. Si on est à pleine capacité, là, qu'on a 2-3 vétérinaires puis beaucoup d'étudiants pour nous assister. Puis des petites journées, là. Aujourd'hui, c'était à 19 chats. C'était une journée comme... c'est assez, pas petite, là, mais c'était pas une grosse journée. Après, le projet Tigrou va s'en aller dans un foyer temporaire parce qu'en ce moment, le refuge est fermé à cause d'un problème de teigne. Donc, la teigne, c'est un champignon qui est très contagieux, c'est une zoonose, ça se transmet entre l'homme et l'animal, puis d'un animal à l'autre. On a beau faire attention, étant donné qu'il y a des animaux qui peuvent transporter sur eux ce petit champignon-là sans nécessairement qu'on voit les lésions au niveau de la peau. Ça peut se disséminer là, aux autres animaux. Fait que là, présentement, on est comme fermé en quarantaine, si on veut, le temps qu'on s'assure que tous nos animaux là, sont exempts et ceux qui sont malades, qui soient traités adéquatement. Donc, Tigrou va s'en aller en foyer temporaire chez une étudiante en première année ici. Asperger. T'asperges en haut de la plaie pour que ça coule vers ta gêne. Je suis foyer temporaire, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. J'avais une belle expérience la première fois. Ça permet d'avoir plein d'animaux, dans le fond, à la maison durant nos études. Bon, fait que Tigrou est prêt à partir chez vous. C'est important, une fois arrivé chez vous, que tu l'isoles des autres animaux, au moins pour 5 à 6 jours. Caroline se charge de transmettre les informations sur Tigrou à l'étudiante qui le prendra temporairement chez elle. Elle devra lui administrer des antibiotiques pour sa queue et un onguent pour un ulcère qu'on lui a découvert à un œil. Dans le fond, Tigrou, il y a eu un dur passé, puis on essaye de lui donner un bel avenir. Bien, c'est sûr que quand les chats passent à la maison, ça devient comme nos bébés. Dans le fond, on a de la misère à les redonner par la suite, mais bon, on sait que c'est pour le bien, puis on sait qu'on leur trouve toujours des bonnes familles, donc ça ne nous dérange pas de les laisser aller. Tigrou reviendra au refuge pour être adopté dès que celui-ci réouvrira ses portes aux nouveaux arrivants. Dans quelques instants, Nick fait sa première sortie. Ça fait environ 3 mois que Nick a été opéré. Aujourd'hui, pour la première fois, on lui laisse accès à son parc extérieur. Et le voilà. Nick termine une convalescence de 3 mois. Il est maintenant prêt à passer à l'étape suivante, son habitat extérieur. Bien, ça fait environ presque 3 mois que Nick a été opéré. Et puis, on l'a gardé confiné dans une petite cage, ce qu'on appelle un transfert. Aujourd'hui, pour la première fois, on lui laisse accès à son parc extérieur. Et le voilà. Il y a plus de misère à droite, hein? Je m'attendais un peu à voir ce que j'ai vu, donc il s'est déplacé sur une distance peut-être un peu plus longue que ce qu'il
avait la possibilité de faire à l'intérieur, mais quand même pas une longue distance avant de mettre ses fesses à terre, de prendre un peu de repos. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait de la raideur au niveau de son membre postérieur droit, plus qu'à gauche. Ça fait 2-3 mois qu'il n'a pas mis d'odeur sur sa cabane. Il faut qu'il en mette. Et peut-être. Non. Finalement, il pleut, fait qu'on va rester en dedans. Il est sorti, il a marché un peu. C'est sûr, il a l'air quand même solide sur ses pattes, mais il marche pas longtemps. Fait qu'il y a probablement une atrophie musculaire qui s'est installée. Déjà, en partant, c'était pas un ours super musclé à ce niveau-là. Il fait de l'embonpoint. Fait que c'est pas facile pour lui de se déplacer. Il va avoir besoin, justement, de faire de la physio pour refaire un peu sa masse musculaire. Mais la première chose qui va sauter aux yeux des gens, c'est le fait qu'il est rasé dans le dos. Il est rasé sur une patte. Fait que les gens vont sûrement se poser des questions par rapport à ça. Donc, nous, on va faire une affiche explicative qu'on va afficher pour dire que Nick a eu une chirurgie au niveau de hernie discale et puis que le poil n'a pas repoussé, puis qu'il est en récupération, donc il se déplace moins qu'il se déplacerait normalement. Saint-Hyacinthe, ça a bien été. Hospitalisé 5 jours. Après ça, au bout de 5 jours, on était à chercher. Il n'y avait pas grand-chose à faire dessus, à part que d'attendre. Elle ne pouvait pas faire d'efforts avant au moins une dizaine de jours. Ça fait qu'on a attendu ça, mais au bout de 10 jours, il y a une petite enflure qui s'est produite. C'est des points qui se détériorent automatiquement, mais là, il y en a un qui a fait de l'infection. Ils ont fait un traitement, ça a duré à peu près 3 jours, tout était réglé. On peut dire une chose, que ce qu'ils ont fait à Saint-Hyacinthe, c'est vraiment réussi. Là, mais on n'entend plus aucun son. Oui, on la remet à l'entraînement après ça, pour essayer de la qualifier vers la fin de juillet. On vous dit, comme on dit des fois, j'espère. Hein? J'espère beaucoup. Donc, je suis Dr Miette, puis je suis vétérinaire du refuge, en fait, avec Dr Lessars. Puis c'est moi, en fait, aujourd'hui, qui vais prendre les animaux au refuge. Tigrou, ça fait 1 mois qu'il est chez l'étudiante pour les traitements, pour sa queue. Puis là, aujourd'hui, en fait, là, il est de retour au refuge pour qu'on puisse examiner puis voir s'il a bien répondu au traitement. Finalement, tout l'examen général, c'est super beau. Puis à la queue aussi, la plaie, elle est complètement guérie, le poil a repoussé. Donc, on n'aura pas besoin de faire notre codectomie, d'aller amputer la queue. Il va pouvoir la garder. Dans le fond, quand les chats sont prêts à l'adoption, on les met dans notre chatterie. À l'avant, sont affichés. Puis les gens, s'ils veulent venir voir nos animaux, soit ils peuvent contacter le refuge par téléphone ou par courriel, prendre un rendez-vous. Puis il y a des étudiants qui sont engagés, qui vont se faire un plaisir de venir présenter les animaux, puis d'essayer de trouver le match parfait à la maison. Pour Tigrou, qui est prêt à l'adoption, c'est un chat qui a été au refuge en foyer temporaire, super gentil. On le voit ici, une petite guidoune. C'est aussi un adulte. Les avantages qu'on sait avec les chats adultes, c'est des animaux souvent qui ont déjà une petite éducation derrière eux par les anciens propriétaires. Également, nous, on connaît déjà leur comportement, donc c'est plus facile d'associer l'animal à ses futurs propriétaires. Les animaux qui sont déjà stérilisés, qui ont déjà une base de traitement qui est déjà faite. Donc, c'est un animal qui ne devrait pas rester avec nous longtemps puis qui devrait se trouver une nouvelle famille. Venez visiter notre site Web pour accéder à notre contenu supplémentaire et nos capsules inédites.